Salut les amis, c'est Issama, bienvenue sur ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange pop culture et street culture. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode de The Mandalorian saison 3. Il va y avoir beaucoup de choses à dire, mais avant de poursuivre, abonne-toi, commente, like et partage. Aide la chaîne à grandir, donne de la force. C'est ton soutien qui aide la chaîne à prospérer par ton partage, tes likes et bien sûr tes vues. Et pour poursuivre dans la communication de la chaîne, tous les vendredis en compagnie de Stirka sur la chaîne du poteau Zino, nous faisons le débrief de l'épisode de la semaine. Donc soyez présents avec nous. Star Wars est un programme qu'il faut vivre en communauté. Voilà, vos avis, vos théories sont importantes. Donc venez avec nous à partir de 21 h tous les vendredis soirs sur la chaîne de Zino. Bon, ça c'est fait. On attaque l'épisode. Alors, un épisode, beaucoup de choses à dire. Grosso modo, on va avoir une scène d'introduction dont on va développer les tenants et les aboutissants dans quelques secondes, mais grosso modo, on va partir de Nevarro pour aller reconquérir Mandalore. Donc, ça sera ces deux planètes qui vont être exploitées. Cet épisode est réalisé par Rick Fumiyawa. Fumiyawa ? Oui, c'est ça, Fumiyawa. Cet épisode, du coup, aura une photographie un peu moins qualitative que l'épisode consacré à Mandalore en début de saison, mais toutefois aura un rythme et une action beaucoup plus intensive. Ce que je disais en ce qui concernait la scène d'intro, c'est qu'on a quand même un truc très particulier. Ça commence avec un appel de Elia Kane vers Moff Gideon pour l'avertir que les pirates ont échoué et que du coup, les Mandaloriens sont un peu en reconstruction gouvernementale. Donc du coup, elle alerte son supérieur, comme on s'en doutait, voilà, qu'elle était à sa botte, qu'il fallait qu'il agisse. Et du coup, Moff Gideon va aller voir une organisation d'impériaux très important. Moi, je l'ai nommé le Conseil des impériaux, ou appelle ça comme tu veux, il n'y a pas de vrai nom. Sûrement que dans les légendes, il y a des petites refs et tout. Je ne les ai pas, j'avoue, je n'ai pas le nom de cette institution. Mais en tout cas, c'est les chefs militaires d'après la chute de Palpatine qui vont reconstruire l'Empire ou tâcher de remettre l'Empire sur les bons rails avec différents projets. On a bien sûr le projet Nécromancie qui n'est pas à négliger, qui est clairement le fait de ressusciter Palpatine à l'aide de corps clonés dans le neuf. Donc ça, c'est, je ne sais pas comment il s'appelle l'officier responsable de ça, mais du coup, ça c'est lui. On a également Capitaine Péléon, qui lui s'occupe du retour de Thrawn. Voilà, bon, ça joue le mystère, il n'est pas encore là, où est-il? Tu vois, Moff Gideon, il est un peu en mode, votre trône, on l'attend depuis presque, on va dire, la dernière saison de Rebels, c'est un mois avant Yavin. Ouais, on est à 20 ans, on est à presque 20 ans de la disparition de Thrawn. Donc, il est temps qu'il se pointe, le grand amiral. En tout cas, bref, considéré comme le sauveur de l'Empire pour certains, pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est Palpatine. Donc, chacun mène son petit truc, mais ils ont une cohésion, ils ont un truc qui peut les rendre très dangereux. D'où le fait qu'à terme, on le sait, le Premier Ordre sera victorieux. Bon, on a toutefois un Moff Gideon qui est quand même distant de tout ça, indépendant. J'ai pas l'impression qu'il se mélange trop. Alors il va aller voir, il leur dit filez-moi des TIE Reaper, des TIE Destroyer, des TIE Bombardeurs, passez-moi des gardes du corps, passez-moi des gardes prétoriens, tout ça. Mais le mec en vrai, lui il a son propre projet qui est les Dark Troopers. Et du coup, maintenant, il a l'idée de foutre du Beskar dans ses Dark Troopers. Donc le mec, voilà, il fait une fixette là-dessus et c'est avec ça qu'il va revenir. Du coup, lui, il veut aller sur Mandalore parce que qui dit Beskar dit Mandalore. La source, la matière première de ce minerai fantastique est là-bas. Et il sait que Bo-Katan pourrait renforcer la cité, préparer une défense, tout ça. Donc il faut agir rapidement. Du même temps, Bo-Katan, elle comprend l'urgence de vite se mettre en orbite autour de Mandalore et de protéger la cité, de protéger Sondari et de retrouver la forge. Et du coup, ça y est, c'est le débarquement. On est le 6 juin 44, let's go. Et ça va être plutôt sympa, ça va aller vite dans l'exploration. Bon, on aura des choses en chemin un peu plus secondaires, comme forcément les dissensions entre
les nouveaux alliés de Bo-Katan et les anciens alliés de Bo-Katan, donc les héritiers de la Death Watch. D'ailleurs, la ref est faite. Est-ce que c'est une actualisation pour nous spectateurs quand la forgeronne dit « Vous êtes les Death Watch », elle l'a déjà dit 1000 fois, nous sommes la Death Watch, mais là, c'est la première fois qu'elle dit « Nous ne sommes plus la Death Watch ». Donc, je crois que la forgeronne, à travers la main de comment s'appelle-t-elle, de Bo-Katan, elle souhaite recréer une Mandalore unifiée, une Mandalore forte, et du coup, peut-être qu'elle, leader de cette sous-branche, est prête un peu à marcher sur ses convictions. Ça me laisse un peu perplexe, mais disons que c'était mieux amené que par exemple le Bo-Katan, enlève ton casque. Tu vois, c'était un peu bizarre le Bo-Katan, enlève ton casque, mais ça, à la limite, c'était plutôt cohérent. Et du coup, Bo-Katan enlève ton casque. Voilà, donc on a la leader qui peut à la fois gérer les Mandaloriens modernes et les Mandaloriens descendants des Death Watch. Bref, ça n'apporte pas grand-chose à part une rixe un peu plus dans l'épisode entre Paz Vizsla et Axe Wove. Bon, ok, pas très pertinent. On savait que ça allait venir. Et surtout, ça va amener donc les mines avec la rencontre de 3 Mandaloriens. Voilà, ça va amener un dialogue très particulier où Din va totalement passer son flambeau de personnage principal de la série à Bo-Katan dans cet épisode en lui disant « Moi, je suis pas intéressé par le trône, par le sabre, par Mandalore. » Presque, il va lui dire « Moi, je suis que un mec loyal, je suis un second couteau, je suis ton mec dans l'ombre, je serai à ta droite. » Et du coup, en le disant, bah, ça concrétise vraiment que qui dit saison 4 dit peut-être saison 4, encore une fois, avec un Din Djarin en retrait et une Bo-Katan over présente. Ça sera la narration qui fera que ça sera bien ou pas, mais pour l'instant, cette saison de transition, de flambeau, ça a été un peu compliqué selon moi. On reviendra si on fait un bilan. Mais voilà, espérons que la saison 4 sera plus équilibrée et plus en accord avec elle-même. Mais bref, on n'en est pas là. Forcément, en rejoignant la Forge grâce à leurs alliés, ils vont gagner du temps. Et c'est aussi, manque de bol, les impériaux qui vont tomber sur eux. Donc, des échanges Moff Gideon, Bo-Katan. On va découvrir comment Bo-Katan a perdu le sabre au profit de Moff Gideon. Ça, des gens s'étaient souvent interrogés sur comment ça se fait qu'il l'avait eu après Rebels. Bah, la question, elle est là, c'est qu'elle a négocié, puis cédé, puis remis le sabre en main de Moff Gideon. Il faut vraiment que je m'achète un Darksaber. Donc, des échanges sympas. Voilà, ça va s'affronter, tout ça. Le sacrifice de Paz Vizsla, beaucoup d'échanges, beaucoup d'actions. Je trouvais qu'il y avait vraiment une intensité, une action vraiment prenante. Bo-Katan, elle va utiliser son sabre. Comme était annoncé dans les teasers, dans les bandes annonces, dans quelques visuels et dans la théorie de certains, il y a bien des troopers, Beskar, Jetpack, quasi Mandaloriens. Sont-ils vraiment affiliés aux Mandaloriens? Ça n'a pas été précisé, donc je préfère penser que c'est des genres de commando troopers. On en a déjà vu dans par exemple sur Jedi Fallen Order ou dans d'autres bails. Voilà, là c'est pas des Mandaloriens, c'est juste des Stormtroopers en Beskar et en Jetpack. Bon, en tout cas, l'épisode ne manque pas d'action, il y a vraiment plein de choses. On se demande comment la situation va être renversée, parce que Moff Gideon, il a sûrement débarqué avec une troupe beaucoup plus importante que ce qu'a Bo-Katan et ses alliés. C'est bien dommage d'ailleurs qu'on n'a pas un aspect un peu plus bataille spatiale. Ça a manqué dans l'épisode, qu'on soit seulement au sol. Parce qu'au final, à part avoir un plan plutôt sympa du croiseur léger qui arrive au-dessus de Nevarro, on n'a pas eu grand-chose en ce qui concernait l'espace. Mais j'ai des attentes pour la semaine prochaine et j'espère qu'on aura une concrétisation un peu de cette bataille à la fois sur Terre et dans les cieux avec le N1, avec le croiseur léger, pourquoi pas, qui viendrait à sacrifier pour détruire les potentiels vaisseaux de Moff Gideon. En tout cas, voilà. En tout cas, il faudrait que je me refasse un deuxième visionnage de cet épisode. J'ai vraiment hâte de le revoir parce que celui-là était très intéressant.
À la limite, le 6, je ne l'ai pas vu, mais celui-là, je vais aller le redécouvrir. Et voilà, et je vous en dirai peut-être un avis différent en live. Donc ce live, 21 h vendredi sur la chaîne de Zino, soyez présents. Bien évidemment, cette vidéo s'accompagne également de la vidéo qui sort vendredi à 17 h où je ferai le récap des easter eggs et des secrets, parce que j'en ai d'autres. Par exemple, Elia Kane, je ne vous l'ai pas dit, mais elle a fait un petit easter egg dès la première phrase qu'elle a à Moff Gideon. Elle dit un petit truc et voilà, ça méritait d'être relevé. C'était pas incroyable, mais ça méritait d'être relevé. Et il y en a 2-3 autres. Donc, les amigos, restez focus, restez connectés. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'espère que vous l'avez bien aimé, tout comme moi. Et j'espère que ça, c'est seulement le ton de la saison 4. Allez les gars, prenez soin de vous. Bye!